Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes en direct pour cette superbe conférence avec Guylaine Lipski. Salut Guylaine. Bonjour Cédric et bonjour à toutes les personnes présentes. Merci d'être là avec nous. Oui, merci grandement à vous pour votre présence. Donc ce soir, nous sommes là pour parler de dépendance affective, dis donc, et de relations toxiques. C'est un sujet hyper intéressant. Et puis Guylaine est une spécialiste de cette thématique. Donc on va vous en parler dans quelques minutes. Mais on va commencer par notre test de son et d'image. Dites-nous si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et une fois qu'on s'est assuré bien, que la technique, c'est OK, on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet. Donc surtout, voilà, notez-nous dans le chat et puis installez-vous confortablement, coupez toutes les distractions, prenez, chose importante, de quoi boire beaucoup d'eau pendant cette soirée. Voilà. Et puis, profitez agréablement de toutes les informations que vous allez recevoir. On a Odile qui nous dit bonsoir, tout est OK. Eh bien, merci pour le retour. Merci Marie-Colette. Et merci pour votre présence. Donc, on va tout de suite attaquer. Si vous avez la moindre question, eh bien, n'hésitez pas, posez-la tout au long de la soirée dans le chat. On y répondra, en fin de conférence. On fera une petite session entre nous de questions-réponses. Donc, dès que ça vous passe par la tête, hop, écrivez-le dans le chat, comme ça ne vous sort pas. Et puis, chaque question, parle à l'ensemble du groupe. Surtout, ne pensez pas qu'il y a des questions bêtes ou ne vous sentez pas isolé. Ça parle toujours à quelqu'un d'autre. Donc, voilà, les partages sont toujours bénéfiques. Donc, Guylaine, avant, bien sûr, de nous parler du sujet, est-ce que tu voudrais, en quelques mots, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, et pour faire un rappel à ceux qui te connaissent déjà, nous rappeler un petit peu, qui tu es et pourquoi ce soir tu viens nous proposer, cette thématique de la dépendance affective, s'il te plaît. Alors, jusqu'à 40 ans, j'ai vécu une vie normale, c'est-à-dire pour moi endormie. À 40 ans, j'ai rencontré un comportement manipulateur, pervers, narcissique. J'ignorais absolument tout de ce type de comportement. Je savais même pas que ça existait. Voilà. Donc, ça a été bien sûr à l'intérieur de moi quelque chose qui a ressemblé à une descente en enfer, en sachant que l'enfer est sur terre parfois. Et j'avais en même temps beaucoup de discernement, donc j'ai quand même su me protéger, mais il n'empêche que ça a fait remonter tout mon passé qui avait été relativement difficile à partir, même très difficile à partir de mes 4 ans où j'étais en pension. Et donc, les émotions sont beaucoup remontées et je comprenais pas parce que je me disais, mais je suis bienveillante avec les gens. J'avais une forte personnalité depuis toute petite, mais il n'empêchait que j'étais quand même, malgré l'assurance que j'avais, parce que j'ai toujours eu de l'assurance, même toute petite, mais j'ai toujours été bienveillante, c'est-à-dire que j'étais respectueuse, je n'étais pas colérique, je n'avais pas envie de faire de mal, je n'aimais pas blesser les gens. Donc, je n'ai pas compris que je rencontrais un homme qui avait un comportement, pour moi, au-delà de toute cohérence possible, c'est-à-dire un comportement complètement incohérent. Alors, j'ai voulu comprendre ce que je vivais, parce que vraiment, je me disais, je comprends pas qu'une telle chose m'arrive. J'ignorais vraiment tout de tout. Je n'avais pour moi que mon discernement qui me disait que chez lui, quelque chose ne fonctionnait pas correctement, mais je n'avais aucune explication. Et puis, je rentre pour la première fois de ma vie dans une librairie ésotérique, je sais plus pourquoi, et j'ouvre un livre, et ce livre était un livre de Barbara Ann Brennan qui s'appelait, je pense, les mains de lumière. Et j'ouvre le livre et je tombe sur le chapitre où elle décrit
les différents types de comportements humains. Et donc, je reconnais noir sur blanc les qualificatifs et la description de ce que je vivais avec cet homme. Et à partir de là, je n'ai plus jamais arrêté de lire. Je suis arrivée grâce à cette expérience difficile à la passion de ma vie, qui a été le chemin dit spirituel. En fait, le chemin spirituel, c'est un chemin de responsabilité et de travail intérieur, et dans le but de se retrouver. Voilà. Donc, j'ai énormément appris, j'ai fait des formations et puis j'ai commencé à accompagner des gens. Là, je me suis rendu compte que j'étais une guérisseuse, c'est-à-dire que j'ai la capacité de me mettre en face de quelqu'un sans le toucher, et les personnes quittent les peurs, les angoisses ou des difficultés physiques. Et j'ai continué donc à me former en énergétique. J'ai continué d'apprendre parce que apprendre, c'est vraiment, j'ai beaucoup de plaisir à apprendre. Je pars du principe que j'ai tout à apprendre, que je ne connais rien, que ce que je crois est valable aujourd'hui, mais que peut-être demain je m'apercevrai que c'était pas exactement ça. Et ça me va très bien. Néanmoins, donc j'ai beaucoup appris parce que j'étais très passionnée, je le suis toujours, et j'ai vraiment envie d'accompagner les femmes à moins souffrir. Et depuis environ, je sais pas, j'ai pas compté exactement, ça doit faire 17 ans que j'accompagne des femmes, et je me rends compte que attention, quand je parle des femmes, ce sont surtout les femmes à partir de 40 ans, parce que la nouvelle génération de femmes et la nouvelle génération d'hommes, donc d'une façon générale, moins de 35, 37, 38 ans, se comportent très différemment. Donc ma conférence de ce soir, elle s'adresse aux personnes je dirais à partir de 40 ans, parce que c'est une autre génération qui a des lourds bagages karmiques ou qui a vécu des choses difficiles dans l'enfance. Et donc, ce sont des personnes qui vivent des souffrances. Et j'ai vraiment à cœur d'accompagner, alors d'une façon majoritaire les femmes, mais parfois j'accompagne des hommes, pour comprendre ce qu'elles vivent, d'où le titre de cette conférence, parce que je vous l'ai dit, c'est vraiment la passion de ma vie, ce sujet. Et il n'est pas question pour moi, à aucun moment, de juger un camp ou l'autre. Comme je suis passionnée par la recherche, je fais des constats, j'établis des constats, et j'ai compris depuis longtemps comment fonctionne un comportement manipulateur, pervers, narcissique, et je sais qu'on ne devient pas pervers par hasard. Il y a une évidence, c'est que il faut qu'il y ait eu beaucoup de souffrance dans la vie d'une personne, dans l'enfance, dans son enfance, pour qu'elle tombe dans la perversité. Bien évidemment, il y a des degrés dans tout, c'est-à-dire que on peut être plus ou moins manipulateur, pervers, narcissique. Alors, je pense que j'expliquerai tout à l'heure qu'on peut être simplement manipulateur, et selon le degré d'intelligence ou le degré de souffrance, très pervers. Mais dans les deux cas, la personne sera narcissique. Alors, je vais commencer par le début. Je rencontre donc énormément de femmes qui, c'est le constat que je fais, je parle de mon expérience, qui se retrouvent à vivre des cas similaires
avec des couleurs différentes, bien sûr. Et j'en suis arrivée à constater que d'une façon générale, et je ne porte aucun jugement, les hommes, en arrivant sur Terre, tombaient plutôt dans le comportement manipulateur pervers narcissique, que j'appelle le comportement MPN, et les femmes, d'une façon générale, dans la dépendance affective. Alors, bien sûr, je me suis posé des questions. Parce que, rappelez-vous que je ne suis pas dans le jugement. Donc, je me suis rendu compte que dès le départ, dès l'enfance, dès la toute petite enfance, un petit garçon et une petite fille a la même sensibilité. D'autant que j'ai eu 4 enfants, donc je l'ai aussi expérimenté. Donc, le petit garçon a la même sensibilité qu'une petite fille. Il va souffrir de la même façon. Sauf que la petite fille, on lui permet de pleurer. Elle a le droit d'avoir des émotions. Et le petit garçon, lui, n'a pas le droit de pleurer. En général, on lui dit, les garçons, ça pleure pas, les hommes, ça pleure pas, un homme, c'est fort, tu dois prendre sur toi, etc., etc. Donc, d'une façon générale, le petit garçon va prendre l'habitude de réprimer toutes ses émotions. Quand il se sentira rabroué par son père ou sa mère, il va garder pour lui parce qu'il est dans l'obligation de ne pas montrer sa sensibilité. Et je me suis rendu compte que plus le petit garçon a une grande sensibilité, plus forcément il a le risque de souffrir selon le comportement de son père et ou de sa mère. Et il va réprimer cette sensibilité forcément, et sa plus belle partie intérieure va devenir sa prison. Donc, ce processus se met en route à ce moment-là, et plus tard va grandir, c'est-à-dire que s'il est timide, par exemple, il va manipuler pour demander quelque chose dont il a besoin parce qu'il n'osera pas le demander en direct. S'il est intelligent, parce que il faut pas rêver, sur Terre, nous n'avons pas tous le même degré d'intelligence, dans la mesure où plus un enfant souffre et plus il prend le risque de se couper soit de sa tête, soit de son cœur. Donc, si l'enfant se coupe de sa tête, on va dire effectivement qu'il est moins intelligent. Alors moi, je dis que dans cette vie, effectivement, l'âme aura choisi de développer d'autres capacités ou aura une moindre intelligence en fonction de ce qu'elle a choisi d'expérimenter sur Terre. Encore là, pas de jugement. On peut très bien dans une vie avoir plus d'intelligence et dans une autre moins d'intelligence à cause de ce que l'on vit dans l'enfance. Plus il y a de souffrance, plus que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, plus il y a de risques de se couper ou du cœur ou de la tête. Bien. Donc, le comportement pervers se met en place à partir de la manipulation et en se servant de son intelligence. Le risque, c'est que la personne qui aura beaucoup souffert dans son enfance, par exemple, si je prends le cas du masculin, si le masculin a eu un père extrêmement autoritaire et qui humiliait l'enfant, ou bien une mère très autoritaire, donc castratrice, qui empêche le petit garçon de non seulement de vivre ses émotions, mais de vivre des situations qu'il crée où il peut se tromper effectivement, où il peut se faire mal peut-être, mais c'est aussi une façon d'apprendre. Donc, selon que le petit garçon se coupe de la tête ou du cœur, et selon son degré d'intelligence,
il va devenir plus ou moins pervers. Dans les deux cas, le comportement manipulateur et ou pervers est toujours narcissique. Ce cas de figure existe aussi parfaitement pour le féminin. Mais d'une façon générale, j'ai constaté que les femmes sont plutôt dans la dépendance affective. Alors pourquoi le féminin est plus dans la dépendance affective? C'est très simple, parce que ma génération et donc pour les femmes après 40 ans, d'une façon générale, l'homme travaille, le papa travaille, et il est très pris par son travail et il n'a pas la conscience des papas d'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui les jeunes papas en général s'occupent beaucoup des enfants. Donc il n'y a pas la conscience nécessaire pour se tourner vers l'enfant. Et donc la petite fille va beaucoup souffrir de ne pas de ne pas se sentir reconnue par son père. La chose peut aussi se produire de la même façon avec la mère et parfois avec les deux. Et mon idée, c'est que l'énergie que porte le féminin et l'énergie que porte le masculin est différente. L'énergie féminine, on dit qu'elle est plutôt yin, et l'énergie masculine, on dit qu'elle est plutôt yang. Et pour moi, cela explique que, d'une façon générale, le petit garçon va réagir plus tard, en grandissant, par la colère, par rapport à ce qu'il n'obtient pas, par rapport à ce qu'il n'a pas eu, et par rapport à sa souffrance. Ce sera pour lui son moyen de manifester sa souffrance. Et la petite fille qui porte une énergie plutôt yin, donc en général plus douce, elle, dans la majorité des cas, due à cette énergie plus douce, l'énergie du féminin, va ressentir de la tristesse. Et la tristesse, il faut savoir, c'est une colère que l'on ne peut pas exprimer, que l'on ne sait pas exprimer et que l'on va retourner contre soi. Et cela s'appelle tristesse. C'est aussi dévastateur que la colère intériorisée, bien sûr. Néanmoins, les conséquences sont différentes. C'est-à-dire que la petite fille qui est dans la tristesse est en souffrance et va adopter l'idée que l'extérieur a le moyen de rendre sa vie plus ou moins heureuse. C'est-à-dire que le bonheur vient de l'extérieur puisque sa frustration vient de l'extérieur. Mais au lieu d'exprimer de la colère, donc, elle va exprimer de la tristesse et en grandissant, elle va plus ou moins croire que le chevalier servant existe et elle va surtout croire que quand elle sera grande, avec l'homme qu'elle va rencontrer, elle va pouvoir réparer son cœur. Et c'est à ce moment-là que la dépendance affective se met en place parce que la petite fille devient dépendante de sa croyance, mais qui est aussi son expérience lorsqu'elle est petite fille. C'est cohérent que le bonheur arrive de l'extérieur. Par contre, le petit garçon qui, lui, va réagir différemment, qui a une énergie yang, lui va considérer que s'il peut se cacher en manipulant, il n'aura pas, il prendra moins le risque de souffrir parce qu'il n'aura pas à nommer ses besoins. Et donc, il va manipuler pour obtenir ce qu'il souhaite, ce dont il a besoin. Cela étant, je précise aussi que la dépendance affective est une forme de manipulation. Et encore là, il n'y a aucun jugement à poser. Pourquoi c'est de la manipulation? Parce que dans la dépendance affective, nous espérons, nous attendons que le masculin
comble nos besoins. Et donc, souvent, les femmes vont être gentilles en se disant que, à force de gentillesse, elles vont pouvoir changer la personne, que l'homme va se rendre compte et va ouvrir les yeux. Ça ne marche jamais. Pour autant, c'est la croyance du féminin. Donc, le petit garçon, lui, pour obtenir, va manipuler. Et selon son degré de souffrance, selon son degré de castration lorsqu'il était petit, dû à une mère ou un père ou les deux très autoritaires, il va choisir de persécuter pour exorciser sa souffrance. C'est-à-dire que il va choisir de faire du mal pour se protéger, pour prendre le pouvoir sur le féminin, afin de ne pas prendre le risque de se sentir fragile et vulnérable, comme lorsqu'il était petit, face à une maman toute puissante de toute façon. Même une gentille maman, pour un petit garçon, reste toute puissante. Et par rapport au père, qui, d'une façon générale, porte une autorité qui peut être aussi très castratrice dans la mesure où elle impose, etc. Donc, le comportement masculin, souvent, mais pas toujours, mais souvent, selon son degré de souffrance, va choisir de faire du mal pour se faire du bien, pour exorciser sa propre souffrance en premier et pour se protéger toujours. Et parce que en ne montrant pas ce qu'il ressent et ce qu'il pense, il sait qu'il sera moins deviné, moins atteignable. Donc, il se protège de la souffrance comme il peut. Voilà. Donc, voilà comment se mettent en place ces relations de dépendance affective d'un côté et de comportement manipulateur pervers de l'autre. Alors, comme je ne pratique pas la langue de bois, je dis que effectivement mon expérience, mon constat, de par toutes les personnes que j'ai accompagnées, que j'accompagne, il se trouve que le féminin est dans la dépendance et le masculin dans la manipulation, mais le féminin manipule aussi, mais plus dans le mode de fonctionnement de dominer, de prendre le pouvoir, de persécuter. Voilà. Tout cela vient de l'enfance. Il faut savoir que c'est un choix sur le plan de l'âme, autant pour le petit garçon que la petite fille. Cela vient du fait que nous nous attirons par des équilibres complémentaires, parce que le bourreau a autant besoin d'une victime pour se sentir exister, que la victime va chercher constamment à changer le bourreau pour lui apporter du bonheur. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Voilà. Donc, une fois que ces comportements sont en place, vous imaginez que le couple a très peu de solutions pour exister dans la pérennité. Alors, il va sans dire que la plupart du temps, les femmes restent dans ce processus, ce comportement de dépendance, parfois toute la vie, parce que si la femme a eu une enfance très difficile, elle a la capacité d'endurer beaucoup, parce que endurer est sa normalité. Elle a appris à endurer très tôt, et donc de ce fait, elle a la force nécessaire pour endurer. Sauf que cette force, avec le temps, devient une camisole, devient sa propre prison. Et pour en sortir, il faudra que la femme se fasse accompagner, parce qu'on ne peut pas
C'est impossible de sortir de cette prison toute seule. D'abord parce qu'il y a énormément de souffrance, beaucoup d'incompréhension, et on a besoin dans un premier temps, avant de travailler avec le corps, avec le ressenti, on a besoin de recevoir l'information juste pour sortir du jugement et pour sortir du statut de victime. Alors, il faut savoir que pour retrouver la vie, pour se libérer du passé, c'est se libérer tout court. C'est-à-dire, il est vraiment vital de conscientiser que nous sommes plus grands que ce que nous avons vécu enfant. Si vous ne conscientisez pas que vous êtes plus grand que ce que vous avez vécu enfant, alors vous devenez une victime. Si vous devenez une victime, ça commence donc très tôt, vous émettez une fréquence vibratoire de souffrance, de victime. Et vous savez que la conscience ne dit pas c'est bien, c'est mal. La conscience dit cela est. Point. Donc, si vous émettez une fréquence vibratoire de victime, vous allez créer et vivre ce que votre fréquence manifeste. Pourquoi? Parce que l'univers est une immense photocopieuse. À partir du moment où vous émettez une fréquence, qu'elle soit positive ou négative, il la manifeste. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison-là que vous vivez ce que vous émettez. Bien. Comme nous portons en nous notre histoire, non seulement notre histoire cosmique de bien des vies et notre enfance, je pense que vous réalisez bien sûr tout de suite l'importance de se mettre en route et de se libérer du chagrin, de la souffrance, de la tristesse, pour attirer à nous ce qu'il y a de plus équilibré et de meilleur, voir l'abondance sur tous les plans de notre vie. Alors, à quoi consent chaque jour la personne dépendante? Eh bien, c'est un point important. Je l'ai nommé tout à l'heure. D'une façon générale, le comportement dans la dépendance affective croit qu'en étant très gentil, en acquiesçant aux besoins de l'autre, l'autre va se réveiller. Et ça ne marche absolument jamais. Et au contraire, plus nous sommes dans ce comportement de bienveillance à l'encontre, attention, à l'encontre de nos propres besoins, c'est-à-dire que nous faisons passer l'autre personne avant nos propres besoins. En consentant à ce comportement-là, nous validons le comportement manipulateur, pervers, voire persécuteur. Il est vraiment vital de se rendre compte de ceci. Si nous n'avons pas d'estime pour nous, si nous ne nous respectons pas, alors les gens autour de nous ne nous respecteront pas et ne nous estimeront pas. Il faut vraiment, vraiment conscientiser cela. Donc, si le féminin se met toujours en 4 pour obéir aux besoins de l'autre personne, elle valide, le féminin valide le comportement persécuteur. Les choses ne peuvent changer qu'à partir du moment où vous dites stop et où vous allez vous respecter. Et vous respecter, c'est poser des limites à l'autre personne, à celle qui va trop loin. C'est arrêter de croire qu'en étant gentil, vous allez être aimé. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le masculin s'est coupé du sentiment lorsqu'il était petit. Pourquoi? Parce que les sentiments peuvent faire souffrir. Donc, une personne qui est retranchée dans son armure et qui a oublié depuis longtemps
les sentiments qu'elle était capable d'avoir. Pourquoi? Parce qu'elle sait que sentiment égale souffrance. Vous pouvez être gentil tous les jours, toute l'année, toute votre vie. La personne ne changera jamais de comportement. Voilà. Donc, il est essentiel vraiment de se respecter soi-même et de poser des limites qui sont dans le sens de la bienveillance pour soi-même avant toute autre chose. Bienveillance et respect pour soi. Bien sûr que ça inclut aussi la bienveillance et le respect de l'autre. Mais dans la bienveillance, il n'y a pas obligation de dire oui à tous les besoins d'une autre personne si vous n'êtes pas d'accord. Si cela vient vous chercher et que cela vous fait mal, par exemple. Alors, qu'est-ce qui peut changer et qu'est-ce qui ne peut pas changer dans la relation? Alors, ce qui peut changer, c'est que si vous changez de comportement, la personne en face de vous va devoir s'adapter à votre nouveau comportement. Alors, il faut savoir que si en face de vous, vous avez un comportement manipulateur, son comportement peut évoluer en un peu mieux. En revanche, si vous avez en face de vous un comportement pervers, cela va renforcer le comportement pervers, les résistances, le besoin de persécuter pour se protéger et pour exorciser sa propre souffrance. Et là, la seule façon dont vous pouvez vous protéger, c'est partir. Il n'y a pas d'autre solution. Avec un comportement simplement manipulateur, il y a plus d'espace pour pouvoir amener un changement. Avec le comportement pervers en face de vous, il n'y a aucun espace où il puisse y avoir un changement possible. Alors, les impossibilités du comportement manipulateur, pervers, narcissique, c'est une incapacité à se remettre en question. Il y a un blocage effectif. Le blocage s'est mis en place pendant 40 ans ou 50 ans. C'est quelque chose qui est solidement ancré. C'est devenu la normalité de la personne. C'est-à-dire que vous ne rencontrerez jamais un comportement pervers qui acceptera de regarder la vérité de son comportement. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Comment dire, ce comportement a grandi avec une armure qu'il a construite pour se protéger de toute remise en question qui serait susceptible de le faire se sentir fragile, vulnérable dans l'émotion, dans la souffrance, comme dans l'enfance. Donc, il n'y a vraiment rien à espérer. En revanche, avec un comportement simplement manipulateur, il peut y avoir des arrangements possibles dans l'énergie. Mais tout dépendra de vous. Tout dépendra de votre alignement intérieur et de la prise de conscience que vous aurez fait vis-à-vis de vous-même. Alors, la croyance qui tue, c'est la plupart du temps que le féminin, ça se passe aussi au masculin, hein, attention, mais dans la dépendance, dans le comportement de dépendance affective, la plupart du temps, le féminin, alors moi je n'ai pas vécu ça, mais je l'ai vraiment constaté chez toutes les personnes, chez beaucoup de personnes que j'accompagne. Le féminin est en admiration devant le masculin. Le féminin pense que le masculin sait mieux, ou a plus de capacité, ou est plus séduisant, enfin plein d'adjectifs qui la plupart du temps ne sont pas justes. Mais voilà, selon ce que la petite fille a vécu dans l'enfance, je m'aperçois qu'elle a perdu une grande confiance en elle et qu'elle a une forte propension à penser que le masculin a beaucoup plus de qualités
qu'il sait mieux, qu'il est plus intelligent, etc., etc. Je dirais que la plupart du temps, c'est une histoire d'apparence et que le comportement dépendant se laisse prendre aux apparences. Pourquoi? Parce que le comportement manipulateur a compris pas mal de choses très tôt et donc il va cacher tout ce qu'il est en réalité et se montrer sous sa meilleure apparence pour cacher ses failles. Donc, un comportement manipulateur, même pervers, peut avoir un grand manque de confiance en lui, qu'il va croire très bien savoir cacher. Si la femme a du discernement, elle le verra tout de suite. Mais la plupart du temps, les femmes manquent de ce discernement et c'est pourquoi c'est vraiment si important pour moi d'apporter une information qui soit la plus juste possible, de manière à ce que le féminin, d'une façon générale, puisse regarder sans jugement ce qui se passe, sans jugement pour un camp ou pour l'autre. Vous avez, enfin, je pense avoir bien expliqué que en validant le comportement que nous ne supportons plus, ça peut continuer toute la vie. Et nous sommes autant responsables de supporter un comportement nuisible pour nous que celui qui nous persécute. C'est vraiment un point important à regarder. On se fait autant de mal à soi-même que la personne en face peut nous en faire. Mais si nous restons dans la situation, et je sais qu'il est parfois très difficile d'en partir pour des questions financières, lorsqu'il y a des jeunes enfants, mais néanmoins, parfois, il vaut mieux sauver sa peau parce que si vous avez en face de vous un comportement pervers, vous allez y perdre votre santé et certaines personnes vont jusqu'au suicide. En tout cas, d'une façon générale, il y a toujours la maladie qui arrive d'une façon ou d'une autre, à des degrés divers, c'est vrai, mais qui est là. Ça va de la simple dépression au fait de se sentir vraiment nul, de ne plus sortir de chez soi, d'accepter de vivre en étant isolé de tout le monde, de sa famille, etc. Donc la croyance qui tue, c'est vraiment croire que l'autre est plus fort que vous, a plus de capacité que vous, est plus intelligent que vous. C'est-à-dire croire aux apparences qu'il donne. Il faut apprendre le discernement et regarder derrière les apparences. L'unique voie de libération, vous l'avez compris, c'est prendre conscience de qui vous êtes, prendre conscience de ce que vous avez vécu dans l'enfance, parce que c'est votre histoire qui vous a amené à vivre ce que vous vivez aujourd'hui. Vous portez sur le plan de la fréquence vibratoire, vous portez votre histoire à l'intérieur de vous. Elle émet une fréquence. Donc l'urgence, c'est de prendre soin de soi pour grandir, pour changer de comportement. En premier, avec une information juste. En deuxième, en allant travailler avec le corps en conscience pour libérer les émotions qui sont restées enfouies pendant X années. Et je dirais pour finir que c'est conscientiser que tout ce que vous le faites pour vous, c'est-à-dire sans attendre que l'autre change. L'autre changera, peut-être, mais ce sera toujours une conséquence de votre changement intérieur. Et avant de terminer, je précise une chose, c'est que les femmes sont extrêmement douées, et je l'ai aussi pratiqué, les femmes sont extrêmement douées pour se plaindre à leur meilleure amie,
en disant ouais, tu te rends compte, regarde qu'est-ce qu'il fait, comment il se comporte, etc., etc. Tout ça pour ne pas bouger, parce qu'il est beaucoup plus facile de se plaindre que de changer de comportement, de poser des actions nouvelles. Et en général, les femmes espèrent que le masculin va changer sans qu'elles aient à changer elles-mêmes. Parce qu'elles se disent qu'elles font tout ce qu'elles peuvent pour que ça se passe bien. Et justement, la difficulté, elle est là. C'est qu'il faut arrêter de faire tout ce que nous pouvons, tout ce que nous savons faire pour que les choses se passent bien, en espérant que l'autre va devenir plus gentil, parce qu'on a capté qu'il y a de bonnes parties en lui et nous aimerions. Les femmes ont cette facilité à voir le, le meilleur potentiel chez le masculin. Et à cause de cela, et parce qu'elles se souviennent qu'il y a eu une époque où c'était bien, elles peuvent rester des dizaines d'années dans la souffrance. Cela n'est pas juste. Donc, le changement, si vous avez envie de vivre quelque chose de différent, dites-vous bien que ce qui vous a protégé un temps vous a enfermé longtemps et que maintenant, il est vraiment temps d'en sortir. Souvenez-vous que nous sommes plus grands que tout ce que nous avons vécu. Si l'humain n'était pas plus grand que toutes les souffrances qu'il a vécues dans l'enfance, hommes et femmes confondus, et je dirais que c'est, je pense, 98% des personnes sur Terre à des degrés différents, nous ne serions plus en vie aujourd'hui. Donc, nous sommes vraiment plus grands que ce que nous avons vécu, sauf que c'est un travail de le mettre en place. C'est un véritable travail de retrouver son pouvoir intérieur. Le pouvoir, nous l'avons toujours eu. Nous avons choisi pour des raisons karmiques de vivre une enfance difficile qui induirait ensuite la plupart du temps une période de vie difficile, mais nous pouvons en sortir. Ça ne peut être que notre choix. Personne ne fera ce choix à notre place. Personne ne fera le travail à notre place. Voilà. Donc maintenant, on va prendre les questions. Cédric? Merci Hélène pour tout ce que tu nous as apporté. Il y a beaucoup de gens qui ont laissé des commentaires, comme quoi ils se reconnaissent dans ce que tu as dit et dans des situations voilà, similaires. Donc on va prendre des questions. Donc surtout, voilà, c'est votre moment. On est là pour y répondre. N'hésitez pas à tout noter dans le chat dès que ça vous vient et je vais remonter le fil et les prendre au fur et à mesure dans l'ordre. On a Carmen, voilà, qui demande: peut-on guérir définitivement de la dépendance affective? Je pense qu'on peut s'en guérir à 80%. Cela étant, je pense que quelle que soit la blessure, on garde toujours des cicatrices. Mais je pense réellement qu'on peut s'en guérir à 80%, voire même peut-être 90%. Cela se fait en prenant de plus en plus conscience de la belle personne que nous sommes, de nos qualités, et que nous n'avons pas à nous laisser piétiner, que nous avons peut-être cru, de par notre éducation, que nous étions là pour dire oui à tout le monde, mais il s'agit maintenant d'amener une autre réalité, une autre vérité, beaucoup plus saine pour nous, qui est la bienveillance envers nous-mêmes et ensuite envers autrui. Voilà. Donc, je pense réellement qu'avec moi, enfin, en tout cas, ce que je constate, c'est que les femmes que j'ai accompagnées m'ont souvent dit que j'avais changé leur vie. Et ce changement de vie commence à l'intérieur, bien sûr. Donc oui, je crois réellement qu'on peut se guérir en grande partie de cet état.
C'est un choix et c'est un travail. On n'y arrivera pas toute seule. Eh bien, justement, on vous propose la semaine prochaine un soin et un atelier donc pour commencer ce travail. Donc, Guylaine, si tu veux déjà nous en dire un tout petit peu plus, s'il te plaît. Oui, alors dans cet atelier, j'ai donc constaté que beaucoup de personnes écoutent énormément de conférences et font des ateliers et que pourtant, dans la vie de couple, c'est pas facile. Alors, ça peut être la vie de couple ou la vie professionnelle. Donc, j'ai cherché une solution pour apporter quelque chose de plus concret. Et j'ai trouvé qu'au lieu, moi, d'enseigner comme je le fais dans les ateliers que j'ai fait auparavant avec un programme, eh bien maintenant, j'allais prendre les personnes là où elles en sont dans leur vie. C'est-à-dire que chaque personne qui participera à cet atelier va évoquer sa difficulté et qu'à partir de là, je vais aider chaque personne à identifier sa responsabilité, à mettre à jour ses croyances inconscientes qu'elle porte sur elle-même et ou sur l'autre. Je vais permettre aussi de réaménager sa situation en modifiant son comportement. Bien sûr, je ne pourrai pas le faire à sa place, on est bien d'accord, mais je vais donner une information juste. Je vais expliquer à la personne de quelle manière elle peut reprendre confiance en elle afin qu'elle se rende compte qu'expérimenter autre chose est possible. Donc, chaque personne va amener sa propre histoire. Je m'occuperai de chaque personne individuellement et l'histoire de chaque personne pourra enrichir tout le groupe. Et à la suite de cela, je ferai une méditation soin. Ceux qui me connaissent savent que les soins à distance marchent très bien et donc je ferai une méditation soin pour terminer le processus et à partir de ce que chaque personne aura découvert comme faille en elle qui génère la situation difficile qui est la sienne. Voilà, je pense que j'ai été claire, Cédric. Merci, Guylaine. Et puis voilà, c'est vrai que ce soin, c'est aussi la partie où on va pouvoir entrer tout de suite dans la pratique, où vous allez être amené à remonter, à laisser remonter à la surface de votre être, eh bien, la pleine conscience de ce qui était et ce qui est en jeu, eh bien, dans vos difficultés actuelles, dans ces relations, pour vous en sortir. Donc, vous avez toutes les infos juste au-dessus du chat ou sous la vidéo si vous nous regardez en replay. Et donc, c'est un atelier en direct la semaine prochaine. Et après, si vous ne pouvez être présent pendant le direct, il y a le replay qui sera disponible et bien en rediffusion dans votre espace membre pour une durée indéterminée. Donc, on va continuer avec les questions. Alors, on a une question d'Emmanuel qui te demande, qui se reconnaît déjà en fait dans tout ce que tu as dit et qu'elle a des fois du mal à déterminer, ben voilà, est-ce que ça vient d'elle ou est-ce que ça vient de la personne en face? Et donc, elle te demande où est la frontière de se respecter, de dire non sans tomber dans l'égoïsme. Ah, ça c'est la grande question. Alors, je commencerai par dire, vous avez le droit d'être égoïste pour vous préserver. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que vous ne savez pas être ou que vous ne savez pas faire et qui génère de la souffrance à l'intérieur de vous, vous avez le devoir d'être égoïste pour vous préserver. Attention, parce que devenir une serpillière, ça n'arrange rien ni personne. Ça ne génère que et toujours la même conséquence, c'est que l'autre va continuer d'abuser. Et c'est vrai que dans l'éducation religieuse, on nous apprend que nous sommes pécheurs et que il faut s'occuper d'autrui et faire du bien à autrui, que c'est une façon de gagner le paradis. Et ça, ce principe-là, dans l'inconscient collectif, je vous assure que ça pèse très très lourd sur les épaules de beaucoup 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 de personnes.
Donc, à partir le déclic, c'est le mal-être intérieur. À partir du moment où une situation génère de la souffrance, du mal-être pour vous, c'est simple, c'est non. Oui, apprenez à être égoïste pour faire du bien à votre cœur et pour commencer par vous-même à réparer votre cœur. Il faut arrêter d'espérer, quand on est une femme, qu'un homme va réparer votre cœur. Ça ne marche pas. Nous attirons à nous la personne idéale pour nous faire tomber dans notre faille, dans le but d'en sortir. Donc, sachons être égoïstes plutôt que de souffrir. C'est une forme de bienveillance pour soi-même. Il vaut mieux commencer à être égoïste que continuer de se comporter comme une serpillière. Voilà. Merci Guylaine pour ta réponse et merci Emmanuel pour ta question. On a Mimi qui nous demande, qui vit une situation qui l'a fait souffrir, mais elle a peur de quitter la personne car elle a tellement investi dans cette relation et du coup, elle veut savoir comment elle pourrait faire et si elle s'occupe de soi et qu'elle est dans l'amour d'elle-même, qu'est-ce qu'elle va vivre avec la personne en face? Continuer d'être abusée. Si elle ne change pas son comportement, elle continuera d'être abusée. C'est une évidence. Et alors, il faut savoir que si la personne n'a pas changé, alors que c'est Céline, c'est ça, le prénom? Ah, pardon. Ah ben oui, donc j'ai inventé. Donc, si Mimi a fait du mieux qu'elle pouvait et que rien n'a changé, pour quelle raison ça changerait maintenant? Donc, maintenant, au lieu d'investir sur l'autre personne, ce qui lui est demandé, c'est d'investir sur elle pour se sortir d'une situation qui génère de la souffrance et amener plus de bonheur dans sa vie. Ce qui n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui ne changera pas dans l'avenir. Il faut arrêter de se protéger en faisant des compromis dévastateurs pour soi-même. Il faut jamais oublier ça. Il y a des compromis qui sont donnant-donnant et qui peuvent être positifs. Un compromis à sens unique est toujours dévastateur. Et il faut comprendre aussi qu'il est plus facile de supporter que de poser des actions pour changer la situation. Donc voilà, Mimi, investissez sur vous-même à partir de maintenant. Merci Mimi pour ta question et puis merci Guylaine pour la réponse. On a Véro qui nous demande comment réagir face à un pervers narcissique et comment lui faire prendre conscience que son comportement est disproportionné. C'est mission impossible. Avec un comportement pervers, c'est mission impossible. C'est même pas la peine d'essayer. C'est même pas la peine. Il faut poser des actes. Ils ne comprennent que les actes, tout en sachant que les actes peuvent générer une grande colère chez eux, parce que ça va les mettre en danger et ils n'ont pas les capacités intérieures pour faire face au danger du cœur, en restant dans la maîtrise et l'équilibre. Donc, il faut arrêter de penser qu'on peut faire quoi que ce soit ou dire quoi que ce soit pour modifier un comportement pervers. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Leur structure énergétique est trop puissante, mais c'est une puissance dévastatrice pour eux. C'est-à-dire que dans une partie d'eux-mêmes, il n'y a plus de vie. Ils sont en prison, mais leur prison et leur sauvegarde, ils n'en sortiront pas. À moins que peut-être après 60 ans, et je dis bien après 60 ans, en général ça commence
vers 64 ans, la vie les amène à cause d'une maladie ou d'une situation extrêmement douloureuse, les amène à se questionner. Mais c'est extrêmement rare, voire ça n'est jamais arrivé. Mais j'ai eu une dame que j'ai accompagnée qui me disait qu'effectivement, elle s'était rendue compte que son père, à partir de 64 ans, avait commencé de changer de comportement. Mais avant, n'y comptait pas. Merci pour ta réponse et merci Véro. Pour ta question, on a Joël qui te demande: je constate qu'une de mes filles prend le même chemin que son père, avec le même comportement, en finesse et en douceur. Y a-t-il une transmission entre générations par le biais de l'ADN ou autre chose? Alors, c'est simplement, l'enfant est un buvard. Donc, s'il y a un parent pervers, un comportement pervers, en général, sur 2 enfants, il y en aura toujours un qui va adopter ce comportement. Il faut comprendre, là c'est vraiment une compréhension à amener, que sur le plan de l'âme, c'est OK. C'est-à-dire que la jeune fille, par exemple, c'est une jeune fille, je crois, la jeune fille en tant qu'âme a choisi de retomber dans ce comportement pour s'offrir la possibilité d'en sortir. Donc, c'est pas agréable pour l'extérieur, bien sûr, mais c'est OK. Sur le plan de l'âme, c'est OK. Et donc, elle a choisi ce papa-là en sachant qu'elle allait dupliquer son comportement. Sur le plan de l'âme, c'est OK. Le travail, ce sera d'en sortir. Et c'est ce qu'elle a choisi de vivre en tant qu'âme. Et tiens, est-ce que justement par rapport à ça, comme bien c'est la fille, elle prend le comportement de la mère, mais quand on sait que les enfants, voilà, sont aussi des éponges à nous, ce qu'on transmet, est-ce que le fait que, eh bien, l'autre partie, là en l'occurrence la mère, prenne justement la décision, eh bien, de sortir de cette relation pour justement transmettre ça et montrer l'exemple finalement que ce côté-là est possible? Alors, ce que pourra faire la mère et ce qu'elle devra faire, ça va la faire travailler aussi beaucoup sur l'estime d'elle-même et le respect d'elle-même. Parce que forcément, l'enfant qui adopte le comportement manipulateur s'en prendra. Alors, quand je dis s'en prendra, c'est abusera d'une façon peut-être gentille, mais abusera quand même de la mère en question. Donc, c'est toujours un comportement différent à adopter pour se faire moins mal, pour avoir moins mal, pour moins souffrir. Et ça passe par le respect et la bienveillance pour soi-même. Et puis, merci beaucoup Guylaine pour ta réponse. On a un commentaire de Daniel qui vient d'arriver qui dit: bonsoir tout le monde, je viens d'arriver, je vous admire Guylaine car vous connaissez parfaitement votre sujet. J'étais ravi d'avoir fait un atelier avec vous. Eh bien, merci Daniel, bienvenue. Si tu n'as pas suivi le début, et comme vous tous, si vous voulez revoir eh bien, cette conférence, le replay sera disponible à partir de demain sur le site. De toute façon, vous recevrez une notification par mail eh bien, pour y accéder. Donc on va continuer encore avec les questions. On a Odile qui dit justement, dire non à l'autre, c'est vraiment se dire oui à soi, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Et c'est là où il faut savoir, dans un premier temps, être égoïste, parce que il est vraiment nécessaire de comprendre que quand on ne sait pas faire, quand on ne sait pas être pour notre bien, pour le bien de notre cœur, et que donc on attire forcément un bourreau, puisqu'on est dans le comportement de victime, forcément on attire un bourreau. Donc le premier pas, le premier barreau de l'échelle, c'est vraiment de commencer à préserver son cœur par le respect et la bienveillance. Et ça va passer au départ par dire non à l'autre.
Et peut-être en lui expliquant, ça, je ne me positionne pas contre toi, je me positionne pour moi. Vous pouvez amener cette explication, que l'autre comprenne que ça n'est pas contre lui, mais pour vous. Cela étant, souvent, le masculin considère que si on, alors, attention, hein, je parle tout le temps à partir d'une quarantaine d'années, parce que heureusement les jeunes hommes sont différents. Mais souvent le masculin considère que si l'on dit non, forcément on est contre eux. Alors pourquoi ils réagissent ainsi? C'est parce que dans l'enfance, à cause de ce qu'ils ont vécu, ils n'ont pas acquis la force nécessaire pour maîtriser leurs émotions et savoir se positionner d'une manière équilibrée. Donc, n'ayant pas cette capacité, eh bien, ils réagissent comme des enfants. C'est-à-dire, si t'es pas pour moi, bah forcément, t'es contre moi. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et bah, vous pouvez pas changer ça. Donc, c'est à vous de changer pour vous. Merci Flo pour ta question. On a... Ah, c'était Odile, ta question. Et là, c'est Flo qui nous demande, alors, quand rencontrerons-nous la bonne personne pour nous? Alors, je vais vous donner mon sentiment, mon avis, sachant que je ne détiens aucune vérité. Je suis seulement une personne qui cherche plus que la plupart des gens, d'accord? Mon constat est que sans avoir fait un sérieux travail pour déblayer nos propres souffrances, nous avons très peu de chances d'attirer à nous une personne équilibrée. Et lorsque nous avons fait le travail et que nous sommes dans un certain alignement intérieur, si nous sommes une femme, nous avons extrêmement peu de chances d'attirer à nous un homme qui sera aussi équilibré dans la conscience, parce qu'il y en a très peu. Parce que tout le monde sait que le plus souvent, ce sont les femmes qui font les ateliers et les hommes ne parviennent pas à oser laisser monter les émotions, se regarder honnêtement, sincèrement. C'est trop difficile pour eux. Donc, je dis que aujourd'hui, dans l'état de la société actuelle, il y a peu de chances pour une femme qui a fait un énorme travail intérieur de rencontrer un homme avec qui elle peut connaître le bonheur. Et il y a ensuite une seconde problématique dont je me suis rendu compte, c'est que dû à ce que les hommes, le masculin a vécu enfant, ils ont besoin de femmes soumises. Or, une femme qui est alignée à l'intérieur d'elle ne sera jamais soumise. C'est-à-dire qu'elle sera dans la justesse et elle aura la capacité de nommer ses besoins ou son avis d'une manière très calme, sans aucun jugement, mais néanmoins de se positionner. Et ce qui fait que la plupart du temps, face à une telle femme, le masculin ne se sent pas à la hauteur. À moins, ça arrive, mais c'est rare, de rencontrer un homme qui a beaucoup cheminé. Ça existe, mais c'est très très rare. Et d'une façon générale, ces hommes-là sont avec leur femme et restent avec leur femme parce qu'ils ont compris que le couple est le creuset de la guérison, puisque c'est souvent dans le couple que tout se révèle, avec beaucoup d'impact, beaucoup de souffrance. Donc, et je répète, c'est seulement ma position.
j'ai peu d'espoir positif en ce qui concerne le bonheur dans le couple pour les femmes de ma génération. Merci beaucoup, Guylaine. On va passer à la prochaine question de Violetta qui demande comment faire pour partir et protéger ses jeunes enfants. Alors ça, c'est la question qui tue vraiment, parce que c'est la question qu'on me pose à chaque fois. Et je sais que les enfants vont vivre quelque chose de plus ou moins horrible, parce que la plupart du temps, le masculin va se servir des enfants pour faire du chantage, va se venger sur les enfants, etc., etc. Et comment faire on peut pas, on ne peut être que soi-même, on ne peut qu'agir soi-même. Et à partir du moment où il y a une séparation, on ne peut pas gérer la situation de l'enfant chez son père. Donc, lorsque le cas est grave, il faut bien sûr se servir de la justice pour protéger les enfants. Mais bien souvent, par exemple, le comportement manipulateur n'est pas, comment dire, en général, ne fait pas trop de mal aux enfants. Le comportement pervers, par contre, souvent, oui, d'une façon ou d'une autre. Parfois, ça se voit, parfois, ça ne se voit pas parce qu'il y a les souffrances morales. Et là, en dehors de la justice, on ne peut pas protéger de jeunes enfants. Il faut simplement reconnaître, admettre, accepter que là encore, c'est le choix de l'âme, que l'enfant savait qu'il allait vivre cette situation et a choisi, en tant qu'âme, de vivre cette situation en toute conscience pour travailler ce qu'il a besoin de travailler. Donc, c'est OK. Mais c'est vrai que sur le plan humain, c'est extrêmement difficile à vivre. Voilà, j'ai pas de meilleure réponse. C'est la question la plus difficile pour moi sur le plan du cœur d'ailleurs, parce que je comprends tellement les mamans, mais voilà, je ne peux que me référer à la conscience, à ce que je sais être. Je crois dans la justesse. Voilà. Guylaine pour cette réponse et merci beaucoup Violetta pour ta question. Isabelle te demande pourquoi, à ton avis, les hommes pervers narcissiques ont-ils fait le choix de cette incarnation alors qu'ils ne peuvent pas changer et évoluer pour dépasser ce comportement? Eh bien, parfois, c'est un. Alors, je parle pas du portail organique, hein, parce que le portail organique, c'est un être sans âme, donc on peut pas en parler, c'est foutu. En revanche, souvent, il y a un contrat d'âme par rapport au féminin, et l'homme en question a choisi par amour, la plupart du temps, si c'est une âme jumelle, par exemple. Il faut savoir que les rencontres avec les âmes jumelles, en général, c'est se préparer à vivre le pire. Et souvent, donc, il y a un contrat d'âme où l'homme va adopter ce comportement. C'est son choix, par amour, pour permettre à la femme de sortir de la dépendance affective. Et c'est très douloureux parce que à ce moment-là, l'homme choisit de ne pas évoluer dans cette vie, ou très peu, mais pour servir le féminin. Et le féminin commencera à guérir au moment où l'homme en aura tellement fait trop que le féminin sera en capacité de dire stop, je vais m'occuper de moi, je vais me préserver et je vais oser agir et poser les actions nécessaires pour m'en sortir. Voilà. Ce que je vous nomme là, c'est quelque chose de difficile à accepter
Néanmoins, nous sommes sur une chaîne où on est là pour apporter le mieux que l'on pense de la justesse. Et c'est une loi universelle qui est que les contrats d'âme existent pour le bien d'une personne ou des deux. Voilà. La conscience est très cohérente. Et comme je vous le disais, la conscience ne voit pas le bien ou le mal. La conscience ne voit que l'expérience. Sachant que nous avons l'éternité pour évoluer, nous continuerons toujours d'évoluer. Et que sur Terre, l'évolution passe malheureusement par la souffrance qui nous réveille. Et beaucoup de femmes commencent à changer à partir d'un divorce, surtout à l'heure actuelle, parce que la conscience, l'énergie est très puissante. Et souvent, les femmes commencent à changer et à revenir à elles, à retrouver leur pouvoir, en commençant à se sortir d'une situation où il n'y avait plus rien à espérer de bien. Merci beaucoup, Guylaine, pour ta réponse. Véro te demande comment être sûr qu'on est face à un pervers narcissique et est-ce qu'on peut croire aux mots qu'il nous dit, à ses je t'aime par exemple? Surtout pas sa façon d'aimer, mais il l'ignore lui-même. Attention, encore là, je suis pas dans le jugement. Le comportement pervers qui vous dit je t'aime, ça veut dire je suis heureux que tu combles mes besoins. C'est tout. Arrêtez de combler ses besoins et vous verrez qu'il vous aimera plus du tout. Mais il n'a pas conscience de ça. Le comportement pervers a objectisé le féminin. Le féminin n'est là que pour répondre à ses besoins. Vous êtes soumise, vous répondez à ses besoins, il vous aime. Vous n'êtes plus soumise, donc vous ne répondez plus à tous ses besoins, il vous rejette. Moi, je l'ai expérimenté. Je me souviens du temps où une fois que je me suis réveillée, le père de mes enfants me disait, enfin à l'époque on était encore mariés, il me disait pourquoi tu n'es plus soumise? Et à l'époque, j'avais pas la réaction de me dire mais pourquoi il a besoin que je sois soumise? Je comprenais pas ce qu'il me disait. Maintenant, je sais pourquoi. Parce que une femme qui n'est pas soumise, l'homme se sent en danger à cause du manque de confiance qu'il y a en lui. Et un comportement pervers ne peut absolument pas envisager de vivre avec une femme qui n'est pas soumise. Alors, il va se servir de beaucoup de manipulations pour que la femme se soumette. Il y aura beaucoup de chantage inconscient ou parfois conscient. Il y aura beaucoup de non-dits. Et si ça ne marche pas, après, carrément, il descend le féminin, c'est-à-dire qu'il persécute vraiment. Donc, ça va des insultes jusqu'à la maladie de la femme, de la dite femme. Et ensuite, il pourra montrer à l'extérieur, vous voyez, c'est elle qui ne va pas, c'est elle qui est malade. Tout va bien pour moi. Moi, je suis normale, etc., etc. Et ce qui est terrible, c'est que la plupart du temps, son charme et sa séduction opèrent et les gens le croient. Et il faut avoir vécu cette situation pour savoir combien le comportement pervers est dans le mensonge constant. D'abord vis-à-vis de lui, c'est pour ça qu'il peut pas en sortir, et ensuite vis-à-vis des autres. Il ne connaît que cela, que les apparences, que faire semblant. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que si le comportement pervers arrête de faire semblant, il est dépressif. Le comportement pervers ne se sent vivant qu'en ayant une cour autour de lui. Donc, il va se servir de ses atouts, le charme, la séduction, la connaissance, une position sociale, etc.,
mais il faudra toujours qu'il ait du monde autour de lui. Et sans une cour autour de lui, il meurt, il n'existe plus. Et donc, il a besoin qu'une femme soit soumise. Et il aime la dite femme tant que la femme répond à ses besoins. Mais ça n'a strictement en rien d'amour. Enfin, je veux dire, l'amour, ce n'est pas l'amour, c'est accepter qu'une personne, c'est permettre à une personne de vivre ce qui est important pour elle, même si ça va à l'encontre de nos propres besoins. L'amour, ça fait grandir. L'amour véritable amène une personne au meilleur d'elle-même. Jamais un comportement pervers ne permettra à son conjoint d'arriver au meilleur de lui-même. C'est impossible. C'est impossible puisque sa propre sauvegarde, c'est de faire du mal, c'est voire d'humilier, de persécuter, mais en tout cas de sentir qu'il domine, qu'il a le pouvoir sur sa proie. N'oubliez pas que le comportement pervers est un prédateur. C'est sa construction. C'est impossible de changer ça. Impossible. C'est sa propre survie qui est en jeu. Et il la défend, croyez-moi. Mais il la défend parce que c'est un être en grande souffrance. Mais il ne l'acceptera jamais. Il n'acceptera jamais de se sentir fragile, vulnérable, toujours la même chose, et d'aller visiter son passé. Donc, la meilleure façon de se protéger, compte tenu de l'homme qu'il est censé être dans notre société d'aujourd'hui, c'est de nier toute réalité qui ne convient pas à sa construction intérieure. Et personne ne peut changer ça. Voilà. Mais je veux dire, dans ce que je dis, il n'y a vraiment pas de jugement. Moi, j'ai vraiment fini, entre guillemets, par en rire parce que quand j'accompagne une femme qui est beaucoup dans la souffrance, ça ne fait pas rire du tout. Et puis moi-même, j'ai été vraiment beaucoup dans la souffrance et croyez-moi, ça me faisait pas rire. Aujourd'hui, ça me fait rire parce que je vois que dans tout ça, il n'y a que des enfants en souffrance. Et le pervers, mis à part le portail organique, le pervers est un être en souffrance, mais il ne le reconnaîtra jamais. Donc, il n'y a rien de possible, il y a rien d'envisageable. C'était simplement une rencontre d'âmes qui devait se vivre. On devait passer par là, et puis voilà. Et puis, c'est vrai que moi, si je n'avais pas à 40 ans, par exemple, rencontré ce comportement pervers, ben, je serais pas là aujourd'hui à vous expliquer des choses, à vous apporter des informations. Et ce travail est devenu la passion de ma vie. Donc, ben, je serais restée une femme soumise par amour. Enfin, j'ai toujours eu beaucoup d'assurance et beaucoup de personnalité. Donc, j'étais très indépendante, mais sur le plan affectif, j'étais soumise. Et donc, cette rencontre que j'ai faite à 40 ans m'a permis de sortir, de me guérir de ma dépendance affective. Et alors, pour répondre à une dame qui posait la question, j'ai été mariée 40 ans. Pendant 20 ans, j'ai été très heureuse parce que je faisais les questions et les réponses. J'étais aveugle. Et puis, à partir du moment où j'ai changé, à partir de mes 40 ans, la relation a commencé à se dégrader parce que je me respectais de plus en plus. Je ne faisais plus, je n'acceptais pas de faire semblant, de jouer, enfin, il y a plein de choses que je n'acceptais plus. Bien que je sois restée aveugle sur la réalité pendant encore longtemps, mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que en tant que femme, rencontrer
un comportement manipulateur, pervers, narcissique. Et la seule chose, si nous sommes dans la dépendance, qui va nous offrir la possibilité de nous sauver, de nous guérir. Donc, maintenant que j'en suis sortie, oui, ça me fait sourire parce que tout ça, ce sont des jeux humains. C'est-à-dire qu'on arrive sur Terre, on a choisi une pièce de théâtre, puis chacun a son rôle à tenir. Voilà. Mais c'est vrai que quand on est dans le rôle, c'est douloureux, ça c'est sûr. Et je suis bien payée pour le savoir parce que je me souviens de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai continué à vivre encore après. Donc oui, je me souviens très bien. Donc j'en ris, mais c'est pas drôle pour autant. Mais quand on regarde, quand on prend de l'altitude et qu'on voit la pièce de théâtre, au jour d'aujourd'hui, je ne regrette rien. Mon seul regret, c'est que le père de mes enfants n'ait jamais choisi de reconnaître ma sincérité, mon honnêteté, ma bienveillance vis-à-vis de lui. Mais bon, il avait le droit de faire ce choix. Il avait le droit de faire ce choix et par amour pour lui, je respecte ce choix parce que pour moi, aimer, c'est aimer sans condition. Et, et voilà. Merci Guylaine et merci pour la question, Véro. Isabelle voudrait savoir, est-ce que le fait justement de rechercher l'amour d'un homme peut être considéré comme de la dépendance affective? Alors, si on cherche l'amour d'un homme pour réparer notre cœur, oui, c'est de la dépendance. En revanche, si on cherche l'amour d'un homme parce qu'on a envie, parce qu'on est une femme alignée et que l'on a envie de vivre une belle relation, c'est la plus belle chose qui puisse arriver sur Terre, de vivre une belle relation. Donc là, ça n'est pas de la dépendance. La dépendance se révèle lorsque nous attendons que l'autre réponde à nos besoins pour nous sentir bien. Si nous ne sommes pas dans la dépendance, par exemple, on ne va pas dire à un homme tu m'aimes, est-ce que tu m'aimes ou on ne va pas lui demander des compliments. Si on est aligné, on sait qui on est. Donc, je pense que l'homme qui a beaucoup de difficultés pour dire je t'aime va prouver son amour par des actes, parce que le masculin est dans l'action, c'est vrai. S'il a fait un travail sur lui, alors oui, il sera peut-être capable parfois de dire je t'aime. Mais bon, pour répondre à la question, je dirais que voilà, chercher l'amour, c'est tout à fait normal, c'est la plus belle chose qu'on puisse vivre sur Terre. Mais si c'est pour réparer notre cœur, c'est-à-dire en réaction à ce qu'on a vécu dans l'enfance, alors c'est de la dépendance. Mais c'est ok aussi, c'est humain. C'est juste que à un moment donné, si la souffrance arrive, là, il est temps de s'occuper de soi et de ne pas persister à espérer changer une relation en étant gentille. Voilà. Guylaine pour ta réponse, merci Isabelle pour ta question et merci à vous tous bien, pour vos questions, vos partages. Merci pour tout ce que tu nous as apporté Guylaine. Donc on vous propose bien, de se retrouver la semaine prochaine pour l'atelier en direct avec Guylaine, atelier qui va se dérouler en 2 parties. Une première partie où bien, nous allons travailler à identifier vos empêchements intérieurs et vous serez guidé par Guylaine, par sa fréquence pour vivre la prise de conscience nécessaire à votre libération. Vous recevrez plusieurs clés pendant cet atelier. Et puis la deuxième partie, bien, ce sera un soin en relaxation où vous serez amené à laisser remonter votre pleine conscience, la pleine conscience de votre être et de ce qui est en jeu, en tout cas de ce qui se joue en ce moment dans votre vie. Donc on a hâte de vous retrouver. Si vous n'êtes pas disponible pour le direct, bien vous pourrez retrouver cet atelier en replay dans votre espace membre à tout moment et vous pourrez poser bien vos questions à Guylaine. Donc on va vous souhaiter une merveilleuse nuit et juste avant que ça se termine, bien Guylaine, je vais te laisser
le mot de la fin pour nos chers auditeurs? Eh bien, je serais ravie de vous retrouver. Je vous remercie d'avoir été là avec nous ce soir. Je vous souhaite le meilleur. J'ai vu une ligne là où je lis en plus c'est un psy. Alors il faut savoir qu'il y a énormément de de psychiatres euh, qui ont été dans la souffrance enfant, et c'est pas parce qu'on est psy ou psychiatre que ça garantit qu'on ne sera pas dans le comportement manipulateur pervers, parce que je pense que c'est un comportement qui est général sur Terre dans notre société. Donc rien ne garantit que ce comportement ne se montrera pas à un moment ou à un autre. Donc voilà, le message, c'est vraiment de s'occuper de soi, d'intégrer la notion de responsabilité vis-à-vis de notre propre bonheur, vis-à-vis de la personne que nous sommes. Nous sommes la seule personne à pouvoir réparer notre cœur. C'est difficile, c'est vrai, mais on est revenu sur Terre pour ça. Et souvenez-vous, nous sommes plus grands que ce que nous avons vécu dans l'enfance. Voilà. Donc, je vous dis merci et à bientôt, j'espère. Et s'il y a un nombre important de personnes, à ce moment-là, on fera plusieurs ateliers. Voilà. Merci à vous et bonne soirée. Passez tous une merveilleuse nuit et on se retrouve très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir, Guylaine. Une bonne soirée, Cédric.